front, a annoncé l'armée à la télévision d'État. Une situation qui peut créer un certain déséquilibre et des risques d'instabilité au Tchad. Un coup dur pour la lutte contre le terrorisme, la sécurité en Afrique plus que jamais menacée. La réaction du directeur de Timbuktu Institute, Bakary Samba, suivre dès le début de cette édition. Le président de l'Association des juristes africains, Ogosek, vous l'entendrez également. Il sera l'invité de ce Sud Midi. Appel à une bonne transition démocratique au Tchad pour la stabilité du pays. Dans l'actualité nationale, Covid-19, le taux d'incidence poursuit sa baisse dans le pays. 15 nouvelles infections recensées, moins de 2% de taux de positivité, 4 nouveaux décès enregistrés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Alors que la gestion de la pandémie suscite toujours des polémiques, les agents de la santé s'insurgent contre le non-paiement des primes Covid-19, colère des travailleurs des 3 CTE de l'hôpital principal de Dakar. Andegessem en sit-in au centre de santé Nabil Chouker. À suivre également les réactions des coordinations des étudiants de Saint-Louis et de Bambey qui ont sorti un communiqué conjoint pour dénoncer la limitation des bourses pour les masters et exigent la reprise effective des sélections. L'actualité sportive sera remise. La revue de la presse avec Ndeye Mariam Ndiaye complète ce 12h mise en onde par Aline Padre Socé. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer. Mesdames et messieurs, Idriss Déby est mort. Le président tchadien est décédé de blessures reçues dans des combats. Annonce faite par l'armée tchadienne à la télévision d'État. Celui qui dirigeait le pays depuis 30 ans avait été réélu pour un 6e mandat selon les résultats officiels annoncés lundi. Idriss Déby commandait donc l'armée dans des combats contre les rebelles dans le nord durant le week-end. Ndeye Mariam Ndiaye. C'est au lendemain de l'annonce de sa réélection à la présidence pour un 6e mandat que le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, est décédé. Il aurait succombé à des blessures reçues au combat ces derniers jours. Des ministres et des officiers de haut rang avaient pourtant indiqué hier lundi que le chef de l'État s'était rendu samedi et dimanche sur le front, opposant son armée à une colonne de rebelles qui avait lancé une offensive à partir de bases arrière en Libye le jour du scrutin, le 11 avril dernier. L'armée tchadienne avait affirmé avoir tué plus de 300 rebelles, fait 150 prisonniers et perdu 5 militaires dans des combats. Le pouvoir assurant que la situation est sous contrôle. Et samedi dernier, le gouvernement avait affirmé que l'offensive dans les provinces du Tibesti et du Kanem avait pris fin, mais des combats avaient repris dimanche en fin d'après-midi. Né en 1952 à Berboda, Idriss Déby Itno est diplômé en aéronautique. Il participe au mouvement de rébellion de 1980 à 1984 contre Goukouni Wedé. Se trouvant en désaccord avec le nouveau pouvoir, il part en exil à partir de 1989 et crée en 1990 le mouvement patriotique du salut, le MPS. La même année, ses forces s'emparent de N'Djamena et chasse Hissène Habré du pouvoir, dont il s'empare le 4 décembre. Il est officiellement élu en 1996, 2001, 2006 et en 2011 avec 88% des voix. Promu au rang de maréchal en août dernier, il venait d'être réélu pour un mandat de 6 ans avec 79,32% des suffrages exprimés selon des résultats provisoires énoncés hier lundi au soir par l'instance électorale nationale. Il avait fait campagne en se présentant comme le seul à être en mesure de garantir la stabilité dans la région. Aujourd'hui, il est mort comme il aura vécu, les armes à la main. Après l'annonce de son décès, le gouvernement et l'Assemblée nationale sont dissous et c'est Mahamat Idriss Déby, un de ses fils âgé de 37 ans, commandant en second des armées tchadiennes, qui est désigné président du Conseil militaire de transition. La disparition d'Idriss Déby risque de déstabiliser le Tchad et d'exacerber par la même occasion la crise sécuritaire dans le Sahel. Le Tchad est le verrou contre le débordement des crises libyennes et centrafricaines, prévient en tout cas le directeur de Timbuktu Institute. Dr Bakary Samb rappelle l'importance du Tchad dans le dispositif de lutte contre le djihadisme. Nous l'écoutons avec Issegna. Tout d'abord, il faudrait mesurer l'impact de cet événement sur la stabilité interne du Tchad, sachant que sa tribu, les Zagawa, détenait le pouvoir depuis plus de 30 ans. Cela va causer un certain déséquilibre et des risques d'instabilité au Tchad même. Si le Tchad devient instable, il faudra se rappeler que le Tchad était jusqu'ici le verrou qui empêchait le débordement de la crise libyenne
vers des verrous vers le Sahel, mais aussi de la crise centrafricaine vers l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays, sans oublier maintenant les tensions qui sont encore vives au Soudan. Maintenant, au regard de son engagement avec le G5 Sahel et la présence de ces soldats depuis le déclenchement de la crise malienne dès l'assaut de 2013 et jusqu'à présent sur le positionnement au Lutako-Gourma dans la zone des 3 frontières du Niger, du Burkina Faso et du Mali, on voit qu'il y a une grosse inquiétude au moment où cela se passe. Ça coïncide avec une intention de désengagement de la partie française qui s'achemine vers des élections où Emmanuel Macron est très critiqué sur sa présence au Sahel, mais aussi du désengagement de certains Européens. Donc le Tchad assurait jusqu'ici le service après-vente de la lutte contre le djihadisme en Afrique de l'Ouest, en ayant une présence assez forte dans cette région-là, mais aussi en constituant un véritable verrou contre le débordement des situations libyennes et centrafricaines vers l'Afrique de l'Ouest. Voilà, à l'instant, Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute, Idriss Déby Itno, qui est donc mort de blessures reçues au front, des événements qui créent souvent une fragilisation de l'État, ce qui entraîne un positionnement de l'armée. Le président de l'association des juristes africains alerte Pape Ogosek avec El Hadji Ndiaye. Oui, en fait, souvent, à l'issue de ces événements, il y a une tendance pour l'armée un peu à se positionner en général. Et il y a aussi tendance à une sorte de fragilisation de l'État, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'on a vu ce qui s'est passé un peu en Libye, en Égypte, un peu partout, quand il y a disparition du chef de l'État de façon brutale. Donc, ça peut créer un désordre et c'est un peu ça le danger. La fragilité de l'État, ici, va certainement se confirmer à travers ces événements. Et je pense donc que le risque, c'est vraiment de créer des désordres et que l'armée aussi risque également de se positionner. Quel est l'avenir du Tchad sans Idriss Déby? Oui, l'avenir du Tchad sans Idriss Déby, cet avenir ne pourra pas être envisagé sans une intervention, en quelque sorte, des puissances étrangères. Donc, c'est sûr que les puissances étrangères doivent aider à rétablir un peu cette situation-là, sans doute. Et ce qui fait qu'il faudra tout un agenda pour remettre de l'ordre. Il faudra un nouvel agenda républicain et organiser aussi peut-être la transition démocratique qui va s'imposer de fait. À l'instant, le président de l'association des juristes africains, Pape Ogosek, retenait qu'il sera l'invité de ce Sud Midi 13h08 à N'Djamena, la capitale tchadienne. Sud FM. Covid-19, c'est dans l'actualité nationale. Le taux d'incidence poursuit sa baisse dans le pays selon les données du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 15 nouveaux cas détectés sur 911 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1,65%. Le pays déplore cependant 4 décès liés au coronavirus. 140 patients sont encore sous traitement. Retenez également que 380 665 personnes ont déjà été vaccinées depuis le début de la campagne sur toute l'étendue du territoire selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et là, ce sont les travailleurs des 3 centres de traitement épidémiologique de l'hôpital principal de Dakar qui sont en colère. Depuis 4 mois, ils courent derrière leur motivation. Le ministère de la Santé et la direction de l'hôpital se renvoient la balle pour le paiement, ce qui met les travailleurs dans tous leurs états. El Hadji Mansour Ndaw, secrétaire général du SUTSAS section hôpital principal de Dakar, joint par Mamdiara da Silva. Madame, vous savez, en tant que responsable et en tant que délégué de personnel aussi, ça fait plus de 4 mois, depuis le mois de janvier, depuis la deuxième vague, on n'a pas eu à percevoir les motivations par rapport aux éléments qui sont dans les CTR. Je dis bien, c'est partout à Dakar, partout dans le Sénégal. Je ne sais pas les autres hôpitaux régionaux, mais ici au niveau de l'hôpital et au niveau des autres hôpitaux, aucun centre de traitement n'a reçu sa motivation. Et tous les centres sont sous la responsabilité du ministère de la Santé. C'est pas des établissements publics de santé. Certes, ils sont implantés dans les établissements publics de santé, mais la gérance, c'est du ministère de la Santé que ça incombe. Et la motivation aussi, ainsi. Elle est due à quoi? On a eu à faire des démarches au niveau interne et au niveau du ministère de la Santé. Ici,
au niveau de la direction de l'hôpital principal, ils nous disent que c'est du ressort du ministère de la Santé. Les subventions qu'ils ont reçues, c'est pour le fonctionnement des CTE. Quand on dit fonctionnement, moi je m'en limite à ça. Ils disent que fonctionnement, le paiement des motivations n'en fait pas partie. On allait voir au ministère, ils nous disent que on a déjà fait la subvention pour les hôpitaux. Maintenant, tout ce qui est motivation est du ressort des établissements publics de santé. Pour dire, les hôpitaux. Et eux, ils dégagent leurs responsabilités. Le ministère de la Santé refuse de payer. Les hôpitaux disent que c'est au ministère de la Santé de payer. Et vraiment, on en a marre. Voilà le mot. Vraiment, c'est des pères de famille qui ont resté depuis le début de la deuxième vague, être dans des conditions extrêmement difficiles. Madame, vous savez que pour 4 heures de temps, les EPI que les travailleurs de ce pays portent, ils leur portent 4 heures de temps avant de pouvoir les enlever. Est-ce qu'eux, ils peuvent se mettre à la place de ces gens-là? Alors à présent, qu'est-ce que vous comptez faire? Le CT de l'hôpital principal, on va organiser un point de presse pour informer l'opinion nationale, surtout le président de la République pour son méritage. Parce que nous n'avons pas demandé à être là-bas, on nous a affectés là-bas. Vraiment, madame, et on va essayer de coordonner avec tous les CT de Dakar et même des autres régions qui n'ont pas encore perçu pour une plus ample information. Retenez également que l'Alliance And Gueusseum est en sit-in ce mardi au centre de santé Nabil Choucair. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé s'insurge contre le non-paiement des primes Covid-19 aux ayants droit. La coordination des étudiants de l'UGB de Saint-Louis et celle des étudiants de l'Université Alioune Diop de Bambey ont sorti ce lundi un communiqué conjoint pour fustiger la décision de la tutelle de réformer le cycle du master. Les étudiants rejettent toute idée de limitation des bourses en master et exigent la reprise effective des sélections, condition sine qua non d'une année académique apaisée. Voici Sambarou Kandé, président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis avec Yves Telenga. Ce que nous fustigeons ensemble, c'est la décision unilatérale prise par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui consiste à octroyer la bourse par quota aux étudiants de Master 1 de l'année académique 2020-2021. Il faudra le rappeler, la première décision que le ministre avait prise était de suspendre la sélection des étudiants en master. C'est après des revendications que les représentants d'étudiants ont eu à faire, après des cessations d'activités pédagogiques, des descentes sur la nationale, que le ministre de l'Enseignement supérieur est revenu sur sa décision. Et aujourd'hui, au lieu d'accompagner les universités à la pacification de l'espace universitaire, le ministre s'illustre avec une autre décision unilatérale et impopulaire qui consiste à octroyer la bourse par quota aux étudiants de master. La coordination des étudiants de Saint-Louis, après avoir été informée de cette décision, la première chose qu'elle a eu à faire, c'est de sortir un communiqué à la date du 10 avril 2021 pour alerter l'opinion nationale et les autorités internes sur le caractère dangereux d'une telle décision et sur ce qu'elle pourrait entraîner comme instabilité au sein de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais après quelques jours d'observation, ce que nous avons eu à obtenir comme réponse, c'est un silence notoire de la part de ces autorités. La moindre des choses que ce ministre puisse faire, c'est d'accompagner les étudiants. Et aujourd'hui, il est en train d'installer les universités du Sénégal dans une situation inédite, car jamais dans l'histoire de l'enseignement supérieur, un ministre a osé prendre une décision aussi unilatérale sans associer les étudiants pour dire qu'il va faire une réforme qui ne dit pas son nom. Le ministre doit revoir sa position aujourd'hui. D'autres localités pour d'autres difficultés ou préoccupations. La commune de Fimela, c'est dans le département de Fatick, est privée d'eau depuis 2 ans et la situation est dramatique en ce mois de Ramadan. Les mesures annoncées par l'Office des forages ruraux pour atténuer la souffrance des populations n'ont rien donné, alors que ces populations continuent de consommer l'eau depuis les réceptifs à genoux avec 80% du personnel au chômage. Goursar. La pénurie d'eau continue ses dégâts au niveau de la commune de Fimela dans le département de Fatick. Le liquide précieux ne coule plus des robinets depuis 2 ans et la situation est catastrophique à ce mois béni du Ramadan où la chaleur dicte sa loi à l'intérieur du pays. Les populations se rabattent sur les puits et les charrettes qui transportent de l'eau impropre à la consommation. Les camions citernes mis à leur disposition par l'Office des forages ruraux sont incapables de ravitailler tous les 16 villages de la commune. Les réceptifs hôteliers sont à genoux avec 80% du personnel au chômage à cause de cette situation.
Les mesures alternatives qui ont été prises par l'OFOR pour atténuer la souffrance des populations n'ont rien donné comme résultat et aucune information n'a été livrée. Lamine Gorfaï, habitant de Yayem. La situation est catastrophique parce que ça fait au moins 2 ans où la commune qui polarise 16 villages a un problème d'eau. Maintenant, en cette période de Ramadan, il est beaucoup plus difficile. Toute la population achète de l'eau. Et pour la vaisselle, et pour la cuisine, et pour boire, et pour se laver. On est en train de chercher de l'eau au niveau des puits. Et ces puits n'ont pas cette sécurité ou l'hygiène qu'on requise, qu'on peut espérer. Et les charretiers vont puiser cette eau dans la brousse, dans les jardins, un peu partout, pour avoir de l'argent. À qui mieux, parce qu'on ne regarde même plus la qualité, mais on regarde la quantité. On nous avait demandé d'attendre jusqu'en fin mars. Aujourd'hui, on est au mois d'avril, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'information. Chose qui est beaucoup plus grave. Aujourd'hui, les hôteliers sont dans une situation très catastrophique. Tous les employés sont à 80% au chômage. Cette pénurie criarde d'eau concerne toutes les 5 communes de l'arrondissement de Fimela, mais la situation est plus cruciale au niveau de la commune de Palmarin-Fakao. Ngor Sarr Fatick, Sud FM. La page sport, c'est avec vous, El Hadji Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar, actualité sportive que nous ouvrons par le football avec la Super League. À quelques heures après la création de la Super League, le comité exécutif de l'UEFA a voté hier la réforme de la Ligue européenne des champions avec un passage à mini-championnat de 36 clubs et 225 matchs avant le début des huitièmes de finale. Alors, quelles sont les conséquences sur les joueurs africains et leur sélection nationale? Nous avons posé la question à Abou Bakriba. Il est le directeur exécutif de 6 médias. Il est joint depuis Conakry, on l'écoute. Tout d'abord, il faudrait mesurer l'impact de cet événement sur la stabilité interne du Tchad, sachant que ça attribue les Agawa. Entendre, il est le directeur exécutif de 6 médias. Il revient donc sur les conséquences de cette Super League sur les joueurs africains et les sélections. On l'écoute. Du point de vue africain, il y a eu cette menace brandie par le président de l'UEFA, notamment, qui veut parler de priver les joueurs dont les clubs participent, de leur priver de sélection. Je trouve ça très, très injuste. Qu'aujourd'hui, qu'on dise, par exemple, que le Sénégal, que la fédération, l'association nationale du Sénégal, sera privée de ses meilleurs joueurs parce que un président de club a décidé d'utiliser ses salariés dans une tâche qu'il aura choisi lui-même. Le président de Liverpool décide de faire jouer Sadio Mané dans une compétition en Europe qui ne touche ni de près ni de loin le Sénégal, et c'est le Sénégal qui va payer les pots cassés. Ça me paraît quand même absolument absurde. Du point de vue de l'équité, puisqu'on parle d'équité, de solidarité, je pense que c'est vraiment absurde. Donc oui, en ce moment, on joue les surenchères, etc. Mais je pense qu'il n'arrivera absolument rien en international sénégalais, égyptien, algérien, international africain, brésilien ou un autre international en participant à cette Super League. Maintenant, comme je dis, tout va résulter de ces négociations qui continuent parce qu'ils négocient depuis longtemps. Vous avez vu, même le président de l'UEFA a dit que pas plus tard que le samedi, dans l'après-midi, il était en contact avec Agnelli, qui est aujourd'hui une des têtes pensantes de la Super League. Ils continuent à négocier entre eux. C'est une affaire de gros sous. On met en avant l'éthique, l'équité sportive, le fair play, et au nom de cette équité et au nom de cette éthique, on ne peut pas, de mon point de vue, sanctionner une sélection africaine ou alors une autre sélection, sanctionner tout un peuple, toute une nation, parce qu'il y a un président de club qui a décidé que le joueur qu'il paye, il va l'employer où il veut. N'oublions pas aussi que quand tu payes un joueur, c'est toi qui détermine là où il va jouer. Et au nom de cette décision d'un tierce privé lointain, on va condamner toute une nation, tout un peuple, toute une sélection nationale. Nous allons parler toujours de football avec la 32e journée du championnat de la Serie A italienne qui débute aujourd'hui. Un seul match au programme, Hellas Vérone contre Fiorentina. Nous reparlons de l'association sénégalaise des anciens de l'Institut national de l'éducation populaire du sport, INSEP, une association qui a été portée sur les faux baptismaux. Cette association veut jouer sa partition pour le développement du sport. Pape Ndour, le président, on l'écoute. L'association regroupant d'éminents spécialistes, conseillers d'inspecteurs de la jeunesse, de postes d'éducation et des managers, compte être une structure de proposition, de contribution
à l'endroit de toutes les autorités en charge du sport sénégalais, particulièrement le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale. Pour le ministère de l'Éducation nationale, l'association compte amener sa contribution sur le sport à l'école. On a connu l'IASU, qui a produit beaucoup de talents, Malissouri et de grands noms, qui a connu une léthargie et aujourd'hui qui est relancé depuis 2011 entre le ministère de l'Éducation et le ministère des Sports à travers un comité national de gestion du sport scolaire. Il est question de mettre en place une fédération du sport scolaire et une fédération du sport universitaire. Donc l'association compte amener sa contribution pour améliorer la pratique au niveau du sport à l'école et détecter des talents. Maintenant, au niveau du sport de compétition, l'association compte apporter sa contribution dans la définition de la politique sportive s'il y a lieu de le faire. Aujourd'hui, le ministère des Sports travaille sur le code du sport et nous sommes disponibles et prêts à apporter notre contribution. Concernant aussi l'éducation aux valeurs, aujourd'hui on constate beaucoup de violence dans les stades. En date, la dernière c'est au niveau de l'arène nationale. Tout ça c'est des questions de civisme, n'est-ce pas, des vertus du sport qu'il faut développer et inclure le sportif. Et là, l'association est vraiment outillée de compétences pour amener sa contribution. Donc, au niveau du sport de masse et de loisirs, l'association compte amener des contributions aussi pour que tous Sénégalais et tous Sénégalais puissent pratiquer le sport de son choix. Et on sait qu'aujourd'hui, les personnes à handicap sont laissées en rade. Donc, il est question aujourd'hui de développer une politique sportive où chaque Sénégalais, de façon inclusive, puisse pratiquer ce sport. Nous n'oublions pas aussi le sport corporatif, on n'en parle plus maintenant, alors que dans les entreprises, dans les services publics, la pratique du sport est un élément de performance. Donc l'association est prête à amener sa contribution à tout point de vue sur ces différents niveaux de sport. Voilà, Babacar, c'est tout pour cette page de sport. Merci à vous, El Hadji Malick Ndiaye. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du président de l'association des juristes africains, Pape Ogosek, avec El Hadji Malick Ndiaye. Pape Ogosek, bonjour. Oui, bonjour El Hadji Malick. Vous êtes le président de l'association des juristes sénégalais. Alors, le président tchadien Idriss Déby a été tué aujourd'hui. Quelle est votre réaction après cette nouvelle? Oui, en tout cas, nous avons appris tristement donc cette nouvelle ce matin. Et vraiment, notre sentiment, c'est que c'est vraiment la tristesse et un peu la désolation. Et aussi, ceci montre que en fait, les États africains sont très très fragiles, hein, et que donc il y a nécessité pour les chefs d'État qui sont au pouvoir de faciliter un peu ce qu'on peut appeler les transitions démocratiques. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avions sorti un communiqué concernant le Niger il y a quelques semaines pour inciter les États, les pays africains à s'inspirer un peu de l'exemple du Niger pour permettre un peu l'expression disons de la souveraineté populaire. Parce que quand un chef d'État dure trop aussi au pouvoir, il finit par créer des oppositions, non seulement au niveau de la société, mais il va finir aussi par créer des oppositions au sein de son propre clan, de son propre parti, et même au sein de l'armée peut-être, qui est chargé d'assurer sa sécurité. Et donc tout cela fait que, voilà, il y a une certaine fragilité en tout cas des États africains et il faut que des chefs d'État cherchent toujours à faciliter encore une fois le processus de démocratisation. Alors, quelles conséquences? Oui, en fait, souvent à l'issue de ces événements, il y a une tendance pour l'armée un peu à se positionner en général, et il y a aussi tendance à une sorte de fragilisation de l'État, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'on a vu ce qui s'est passé un peu en Libye, en Égypte, un peu partout, quand il y a la disparition du chef de l'État de façon brutale. Donc, ça peut créer un désordre. Et c'est un peu ça le danger. La fragilité de l'État, ici, va certainement se confirmer à travers ces événements. Et je pense donc que le risque, c'est vraiment de créer des désordres et que l'armée aussi risque également de se positionner. Quel est l'avenir du Tchad sans Idriss Déby? Oui, l'avenir du Tchad sans Idriss Déby, cet avenir ne pourra pas être envisagé sans une intervention, en quelque sorte, de
des puissances étrangères. Donc, c'est sûr que les puissances étrangères doivent aider à rétablir un peu cette situation-là, sans doute. Et ce qui fait qu'il faudra tout un agenda pour remettre de l'ordre. Il faudra un nouvel agenda républicain et organiser aussi peut-être la transition démocratique qui va s'imposer de fait. Alors, qui pour organiser cette transition démocratique? Oui, bon, il va falloir compter sur les acteurs parce que nous avons noté que c'est vrai que le président Idriss Déby est resté un peu longtemps au pouvoir avec plusieurs mandats et il vient de remporter des élections à une large majorité et l'opposition qui s'est mise en marche aussi dans ce processus électoral va également entrer en jeu pour essayer de résoudre la difficile question de la consolidation de l'État au Tchad. Donc, les acteurs, surtout ceux de l'opposition, il ne faut pas exclure non plus l'intervention aussi des puissances étrangères pour essayer de résoudre cette question-là. Et surtout que le Tchad est un pays qui est très riche en pétrole et un pays qui est très riche en ressources naturelles. Et donc, ce sera difficile de le laisser comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il y a des craintes? Et la crainte, c'est surtout par rapport à l'armée, par rapport également au risque de guerre civile, parce que en fait, on a appris ces derniers temps que l'armée avait déjà, disons, éliminé pas mal de personnes. Et il faudrait que quand même les circonstances de cette disparition soient clarifiées pour qu'on puisse voir dans quelle mesure certains acteurs sont impliqués dans cette affaire. Et donc, la crainte, c'est l'armée, bien sûr. Et c'est aussi la division ethnique et clanique qui risque de se développer encore. Et tout ça risque de fragiliser encore une fois l'État tchadien. Et comme je le disais tantôt, il faudrait en tout cas que des leçons soient tirées par rapport à ces événements et que les chefs d'État en Afrique puissent quand même organiser, puisqu'ils ont les moyens de le faire quand ils sont au pouvoir, puissent organiser des transitions démocratiques pacifiques et qu'ils soient capables d'organiser des alternances aussi pour que la paix et la sécurité soient assurées un peu partout dans ces régions-là. Pape Ogosek, je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Elage. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des juristes africains. Ah, j'adore l'instant où je sais